4 rebelles ougandais et 2 soldats congolais ont été tués en République démocratique du Congo lors de combats dans l'est du pays. La Cour pénale internationale a annoncé le report du procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, accusé de crimes contre l'humanité. Nous parlerons rugby en fin d'édition. Les All Blacks défient l'Australie ce samedi en finale de la Coupe du Monde. C'était là le sommaire de cette édition. Bienvenue, bonjour à toutes et à tous. La Cour pénale internationale a annoncé ce mercredi le report du procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, accusé de crimes contre l'humanité. Son procès, initialement prévu pour s'ouvrir le 10 novembre, a été reporté au 28 janvier afin de donner le temps au juge d'examiner un rapport sur sa santé. L'objectif de l'examen médical ordonné était de faciliter le règlement de toutes les questions relatives à l'aptitude de Laurent Gbagbo pour participer au procès ainsi que les modalités pratiques nécessaires pour faciliter sa présence au procès. Il faut dire que ce report intervient à un moment où la Côte d'Ivoire a réussi un pari important avec la réélection d'Alassane Ouattara. Pour rappel, Laurent Gbagbo avait refusé en 2010 de reconnaître la victoire d'Alassane Ouattara, plongeant ainsi le pays dans 5 mois de conflit qui s'était soldé par la mort de 3000 personnes, épilogue sanglant d'une décennie de crise politico-militaire. En Côte d'Ivoire, le président sortant Alassane Ouattara a donc été réélu pour un mandat de 5 ans. Il remporte la victoire avec un score écrasant frôlant les 84% de voix. Le résultat a été annoncé par le président de la commission électorale, Youssouf Bakayoko. Les détails. Alassane Ouattara, 2 118 229, soit 83,66%. Ces propos du président de la commission électorale indépendante viennent conforter les pro-Ouattara qui savouraient bien avant les résultats la victoire au premier tour de leur candidat. Malgré l'appel au boycott lancé par l'opposition et la crainte d'une faible participation, Alassane Ouattara, qui s'appuyait sur un bon bilan économique, est crédité de 83,66%, distançant très largement Pascal Affi-N'Guesson, le représentant du Fonds populaire ivoirien FPI, qui arrive en deuxième position avec 9,29% des suffrages. Mercredi, l'annonce de sa réélection est saluée par les Ivoiriens. La réélection, elle est normale. Le président de la République a été réélu au nom de la paix et puis la continuité, le développement du pays. Je pense que c'est une très bonne chose. Je n'en suis pas surpris parce que je ne dirais pas qu'il n'y avait pas de poids en particulier en face, d'accord, mais vraiment, il faut le dire. Hein. Et il a travaillé, il a débloqué les salaires, il a réalisé tellement de bonnes choses que je crois que ce n'était pas mauvais. C'était normal qu'il soit reconduit. Je suis très contente pour sa réélection parce que l'œuvre gigantesque qu'il a commencé, il faut qu'on lui donne le temps pour pouvoir terminer et encore faire plus pour la nation. Pendant la campagne électorale, il était reproché à Alassane Ouattara de ne pas avoir réconcilié le pays et de mettre en œuvre une justice des vainqueurs qui ne s'intéresse qu'aux auteurs des actions du camp Gbagbo, mais pas à ceux de son camp. Ce scrutin permettra sans aucun doute de renforcer la cohésion nationale et de tourner définitivement la page de la crise que notre pays a traversée. Les Ivoiriens se sont exprimés librement sur toute l'étendue du territoire national comme à l'extérieur. Je voudrais donc féliciter tout le peuple ivoirien pour sa maturité et pour son comportement exemplaire durant tout ce processus électoral. La fièvre de la présidentielle passée, Alassane Ouattara devrait être investi au cours de la première quinzaine du mois de novembre et des élections législatives doivent avoir lieu dans les 2 prochains mois. Puis suite à la victoire du président Alassane Ouattara, Pascal Affi-N'Guesson, candidat du Front populaire ivoirien, arrivé deuxième à ce scrutin, s'est prononcé. Suivons un extrait de sa déclaration. Ces chiffres indiquent que le candidat Alassane Ouattara a remporté l'élection présidentielle du 25 octobre 2015. Je prends acte de ce résultat et je lui adresse mes félicitations.
on observe des taux d'abstention élevés, supérieurs à 50%, dans des zones ayant vécu durement les affres de la crise post-électorale de 2010-2011 et où les populations se sont repliées sur elles-mêmes et, appréhendant l'échéance électorale comme une grave menace à leur sécurité, se sont abstenus d'aller voter. Ce scrutin révèle donc que la Côte d'Ivoire est toujours en crise, la Côte d'Ivoire est toujours divisée. Ce scrutin confirme que le pays a besoin de réconciliation et de démocratie. En Tanzanie, l'annonce de l'annulation à Zanzibar de l'élection générale de dimanche fait planer l'incertitude sur l'issue de ce scrutin dont les résultats étaient initialement attendus pour jeudi. Le candidat de l'opposition, Edouard Lowassa, qui accuse la Commission électorale nationale d'avoir orchestré des fraudes, demande l'annulation pure et simple des élections générales. Pour l'opposition, les élections du 25 octobre dernier sont submergées d'actes frauduleux. Elle dénonce notamment des cas d'électeurs ayant voté à plusieurs reprises. Le premier décompte des voix donnait favori le candidat du parti au pouvoir à l'élection présidentielle, John Magufuli. Il devançait son principal adversaire, Edouard Lowassa, avec 455 454 voix. Des résultats que l'opposition n'entend pas accepter. Nous n'acceptons pas les résultats annoncés par la Commission électorale nationale. Nous l'exhortons à cesser immédiatement d'annoncer les résultats de l'élection présidentielle et de contre-vérifier toutes les données qui leur sont envoyées par les membres de la NEC sur le terrain. Ce que fait la NEC ici est la même chose que ce que fait le ZEC aux Zanzibar. Si le sort des élections générales reste incertain pour l'heure, celui des élections de Zanzibar est déjà connu. Les élections ayant eu lieu sur l'archipel sont annulées. Une situation qui pourrait bien avoir des répercussions à l'échelle nationale. En République démocratique du Congo, 4 rebelles ougandais et 2 soldats congolais ont été tués lors de combats dans l'est du pays. Ces affrontements ont eu lieu sur le territoire de Béni, dans le nord de la province du Nord Kivu. Cette région est endeuillée depuis plus d'1 an par une succession d'attaques et des massacres de civils attribués aux rebelles ougandais musulmans de l'Alliance des Forces démocratiques alliées ADF. Les ADF sont présents depuis 1995 dans l'est de la RDC. Ils sont accusés d'avoir tué plus de 400 civils dans une série de massacres ou attaques perpétrées depuis octobre 2014 dans les territoires de Béni et aux confins de l'Ituri. Mesdames, Messieurs, cette édition se poursuit au Nigeria. Plus de 300 femmes et enfants retenus en captivité dans le nord-est ont été délivrés selon l'armée. Ces opérations se sont déroulées dans des villages de la région de la forêt de Sambisa, un fief des rebelles islamistes. Les détails. 8 hommes, 138 femmes et 192 enfants ont recouvré la liberté sur affirmation de l'armée nigériane. C'était au terme d'un raid mené contre des campements de Boko Haram près des villages de Boulandjilin et Manawaché. Il s'agit des localités en bordure de l'immense forêt de Sambisa au sud de Maïdougouri. Aussi, l'armée a revendiqué avoir tué 30 membres présumés de Boko Haram et récupéré des armes et des munitions. Les otages libérés ont été emmenés dans un camp de déplacés à Mumbi, dans l'état voisin d'Adamawa. À travers un communiqué, il a été affirmé la prise en embuscade et la tuerie de 4 insurgés qui se dirigeaient vers la ville de Gouboula, dans l'état de l'Adamawa, pour y mener des attentats suicides. L'armée nigériane actuellement intensifie ses opérations dans l'état de Borno. À la 28e brigade de Moubi, le chef d'état-major, le général Tukur Buratai, a décoré 2900 soldats engagés dans la lutte contre Boko Haram. Muhammadu Buhari avait en effet donné jusqu'à la fin décembre à l'armée nigériane pour ramener la paix dans l'état de Borno. L'autorité a juré d'en finir avec les insurgés d'ici décembre. Quelques succès militaires ont été enregistrés avec l'aide de l'armée tchadienne notamment. Seulement, Boko Haram apparaît loin d'être vaincu. La force d'intervention conjointe multinationale pour combattre le groupe islamiste tarde à se déployer. 13 civils ont d'ailleurs été tués et 3 autres personnes blessées par balle mardi soir par des membres du groupe islamiste Boko Haram dans un village près de Difa, au sud-est du Niger.
En Afrique du Sud, des milliers de membres de combattants pour la liberté économique, EFF, parti de l'opposant Julius Malema, ont défilé dans les rues de Johannesburg en solidarité aux étudiants des universités. Ils ont réclamé l'éducation gratuite et la fin de ce qu'ils appellent le monopole du capital par les Blancs. Reportage. Ils étaient plus de 40 000 personnes mardi dans les rues de Johannesburg. Une véritable vague rouge déferlante, des militants et sympathisants des combattants pour la liberté économique, parti du leader populiste Julius Malema. Vêtus de t-shirts, de combinaisons d'ouvriers et de bérets rouges, emblème du parti de Julius Malema, les manifestants ont défilé contre la politique économique du gouvernement jugée trop libérale, contre la corruption, contre le parti au pouvoir. Aujourd'hui, notre énergie est concentrée vers le monopole du capital par les Blancs, parce que l'ANC est de mèche avec le monopole du capital par les Blancs. Et donc, aujourd'hui, nous avertissons les capitaux des Blancs qui ont soutenu l'apartheid et qui aujourd'hui soutiennent l'apartheid de l'ANC. Vos jours sont comptés. Parmi les revendications des manifestants, figure entre autres l'éducation gratuite en solidarité aux étudiants du pays, l'ouverture du capital des entreprises à des dirigeants noirs, l'arrêt de la fuite des capitaux ou encore la nationalisation des mines. Cette gigantesque mobilisation constitue non seulement un exploit pour Julius Malema, mais aussi le signe d'un véritable mécontentement chez les couches les plus défavorisées. La marche qui est partie du centre populaire de Johannesburg s'est déroulée sur une distance de 16 km environ. Parlons sport et rugby. À présent, les All Blacks défient l'Australie en finale de la Coupe du Monde. Une première confrontation entre les deux équipes à ce stade de la compétition. Les deux adversaires tenteront d'obtenir leur 3e titre mondial chacun. Reportage. Ils sont au firmament du rugby international. L'Australie et la Nouvelle-Zélande vont s'affronter samedi en finale de la Coupe du Monde de rugby au terme de 6 semaines de compétition. Et la bataille s'annonce rude pour les Wallabies qui font face aux tenants du titre. Les All Blacks comptent dans leur rang certains des meilleurs joueurs du monde, parmi lesquels leur capitaine Richie McCaw ou encore l'ouvreur Dan Carter qui avait raté la finale il y a 4 ans à cause d'une blessure. L'objectif des All Blacks est clair, devenir la première équipe à remporter 2 fois de suite le tournoi. Mais il faudra d'abord trouver une faille chez son adversaire australien. On essaie juste de se préparer du mieux que l'on peut afin d'être prêt d'ici samedi, pour ne pas laisser à ces gars trop d'opportunités parce qu'ils sont dangereux. Ils n'ont pas beaucoup de faiblesses, donc il va falloir les trouver. L'Australie a su faire preuve d'une solidité constante tout au long de la compétition, battant l'Angleterre et le Pays de Galles en phase de poule avant d'éliminer les Écossais puis les Argentins en demi-finale. Un an à peine après avoir pris les rênes de l'équipe, l'entraîneur Michael Cheika a su construire une équipe soudée. Rien ne crée plus de lien dans une équipe que de travailler dur tous ensemble, transpirer un peu, cracher un peu de sang ensemble. Tout cela construit le respect. Pendant des mois, j'ai vu cette équipe faire ça. Les deux équipes espèrent décrocher leur 3e consécration en Coupe du Monde. Avec 8 défaites contre seulement une victoire face aux All Blacks depuis 2011, les statistiques ne sont pas vraiment du côté des Australiens, qui peuvent toutefois se raccrocher à leur succès d'août dernier contre les Néo-Zélandais. Ils retrouveront leur meilleur ennemi pour la première fois en finale, samedi, à Twickenham. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez fidèles à Sika. Un autre point de l'actualité à suivre dans quelques instants.